La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui, malgré la chaleur, ne s'arrête presque jamais. Bonjour à tous, nous sommes au cœur de l'été, nous sommes en août, en fait on est en juillet mais on a pris de l'avance, on a essayé de pas trop s'arrêter parce qu'on reprend des vieilles habitudes pour vous faire une émission pleine de bandes dessinées de qualité que j'ai rattrapé en lecture très à l'arrache mais que tous mes collègues ici présents ont lu il y a beaucoup de temps, donc vous les excuserez s'ils se souviennent pas trop de ce qu'ils ont lu, mais comme c'est de la BD de qualité et que ce sont des chroniqueurs de qualité, je peux vous assurer que vous allez grandement apprécier cela. Malgré les bruits étranges que peut faire mon ami Thio, on sent qu'il a l'habitude. Bonsoir. C'est quelque chose qu'il fait très très bien. Avec la chaleur, le beurre a fondu, tu nous le passes là en façon pommade, c'est nickel. Hein. Et Tizak, ici présent, l'homme qui espère gagner une Range Rover. Oh oui. Et qui hurle toujours dans son micro jusqu'à faire saturer quand il rigole bêtement. Putain, pourtant je suis loin du micro là. Vas-y, règle. Je te refais la blague, ça, t'es le Hollande du rêve, toi. Ouais, c'est ça. C'est le Hollande du rêve. Mais nous allons vous faire une petite rubrique crowdfunding de l'été. Non, c'est pas nous. C'est le jeu. C'est Thio qui nous a préparé quelque chose. Il a travaillé, le monsieur. Waouh. Il y a des mecs qui taffent quand même. Et nous enchaînerons ensuite avec des chroniques. Nous parlerons de Mobutu dans l'espace, de Time Before, de Le Masque de Fudo, Tome 1. Le Carrefour, Moses Rose, tome 2. Ça fait longtemps qu'on a fait le 1. Et El West, tome 2. Ça fait très longtemps qu'on a fait le 1. Et nous finirons par un petit express des familles qui, je le pense, est très attendu, mais je vous garde la surprise tellement c'est quelque chose d'exceptionnel. Ah, c'est du bon, c'est du lourd. Sur ce, je pense que nous allons pouvoir tout de suite démarrer avec le online. Merci Thio. Online. Alors mon cher, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous parler en fait d'un truc qui ne plaira pas à Dictator, parce que je vais vous parler de Nuka Girl. Nuka Girl, en fait, c'est un petit artbook qui est produit sur... Attends, c'est pas une bande dessinée ? C'est un artbook. Non, stop. Alors, c'est une bande dessinée, en fait. Jingle, on passe Non, à de la toute suite. façon, vous avez le droit à un joker. Ah, une mise à jour de... Bien joué les notifications, j'adore. Alors, Nuka Girl, en fait, c'est pour les fans de Fallout. Voilà, en fait, ce sont des petits Californiens, je pense, qui se sont mis à nous faire une sorte de petit artbook, comic book sur Fallout en mettant une héroïne qui a tous les avantages de l'héroïne de Nuka Girl, quoi. Ah oui. Parce qu'elle elle utilise un pistolet de Nuka Cola. Ah oui, un gros pistolet. Un gros pistolet. Mais, Tout est dans la mais coupe de cheveux, le dessin a l'air sympa, ça a l'air assez drôle, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, je me dis, why not ? Et combien ça coûte et qu'est-ce qu'on gagne ? Alors pour avoir le PDF, le PDF c'est $15. Pour avoir le bouquin imprimé c'est $30. D'accord, on a jusqu'à quand ? Il vous reste 23 jours aujourd'hui. Oh, Ce qui veut dire que quand ce sera paru, il vous en restera normalement, si quelqu'un fait bien son taf, 19. Ouais, c'est ça, il est fort. Enfin, peut-être, je sais plus. Ça dépend si tu fais bien ton taf. Mais quand tu le dis avec aplomb, tout de suite ça passe. N'oublions pas que cette émission, comme c'est écrit sur le conducteur, sera diffusée le 3 août, n'est-ce pas ? Donc, passons à la suite. Le 3 août Voilà, je savais bien que c'est écrit en haut. 8, 9, 10, 11, 23 moins 11. 23 moins 11, ça fait 12. 12 dans 12 jours. Il vous restera 12 jours. C'est faisable. C'est faisable. Ensuite, une petite information pour nos chers... Message à caractère informatif. Pour Last Man. Last Man, oui. la série, que dis-je ? Le prodige. C'est le chef-d'œuvre. Ouais. Alors, Last Man, pour ceux qui avaient peut-être suivi notre interview de... Monsieur Balak. Monsieur Balak. Va être produit en série TV animée, série TV pour adultes.
clairement dit, ce ne sera pas un truc pour enfants. Ça veut pas dire que ce sera porno, hein, attention. Ça veut pas dire que ce sera porno, c'est de la baston, quoi. Hein. Et ben voilà, il leur manque un petit peu de budget pour finir en fait les épisodes. Mais France Télévisions ne devait pas. Non, suite à des problèmes, des changements de direction, des gens qui ont dit qu'ils participaient, qui se mettaient dans le truc et qui en fait finalement ne s'y sont pas mis. Bon, ils ont perdu des finances. Ils ont perdu des financeurs et ils ont dû se retrouver à chercher du financement et donc ils ont monté un crowdfunding sur Kickstarter où en fait ils demandent 75 000 €. Alors aujourd'hui. Mais ça va. Attends, je leur fais un chèque, il n'y a pas besoin de faire une campagne. Aujourd'hui, ils en sont à 59 000 € sur 75. Quand vous écouterez ceci, donc dans 11 jours, il vous en restera 22 pour participer et je pense que ce sera déjà financé. Mais sachant qu'ils veulent plus. Sachant que voilà, il en faudrait en fait 325 000 € en tout pour financer tous les épisodes qui manquent. C'est-à-dire qu'il en reste 12, je crois, à financer. C'est ça. Ah bah avec ça, je l'ai mon Range Rover. Ouais. Ah oui, avec 300 000 €, t'as ton Range Rover. Ouais. Donc, plus il y en pas aura, toute option, plus la mais, qualité de Last Man, la série télé, sera de haute volée. Ok. Et qu'est-ce qu'on gagne quand on participe ? Alors, vous gagnez Ton nom, général. d'une part les épisodes, en fait, déjà, entre guillemets, avant, je suppose, avant l'apparition. C'est Alors- ça que j'ai pas trop compris. Alors, en en fait. gros, on ne peut avoir, en fonction de combien on met, je sais plus les sommes, parce que j'avais regardé justement, il y a un truc qui m'a plu, c'est pour ça. Les deux premiers épisodes. 25 et 30, 25 €, c'est en VOD, sous-titré anglais. Les deux premiers épisodes, et pour des questions de droit, ils peuvent pas proposer toute la série. Et donc, si tu mets beaucoup plus, enfin, ça monte à 50 ou un truc comme ça, tu peux avoir ce qu'ils appellent les animatiques de tous les épisodes. Mais les animatiques, c'est pas l'épisode Ouais, c'est pas monté, quoi. fini, quoi. Donc, je pense que c'est un problème de droit du fait que ce soit pas fini, qu'ils peuvent pas promettre quelque chose qu'ils sont pas sûrs de pouvoir faire. Voilà. Donc, j'espère que ça changera, que les gens qui vont mettre une certaine somme pourront avoir les épisodes l'intégralité, quoi, parce que je trouve ça bizarre que tu mettes plus que le prix du DVD d'un intégral de série et que t'aies pas l'intégrale de la série. Et c'est parce ouais. que je suis un casse-couille et que je suis Oui, mais en même temps, si tu veux, c'est compliqué aussi, je pense, pour eux de oui, te donc, dire, je suis bien d'accord. de te faire payer par exemple 35 € et que tu aies tout le DVD, alors que quand ils vendront le DVD en entier, il sera vendu 50 €. Quoi. Ceci étant dit, je pense que simplement le simple fait de pouvoir participer à cette aventure-là et au fait de pouvoir donner vie au dessin animé de la semaine, c'est déjà énorme en soi, parce que je pense que tous ceux qui ont lu la semaine ont quand même envie de voir ça sur écran. Oui, parce que ça se passe avant. Hein, parce qu'ils auront aventures quand même de Richard avant, C'est avant, ouais, c'est dans. quand il est boxeur. Parce qu'ils auront quand même des cartes postales, des badges, des posters de Last Man, le PDF de The Art of Last Man. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Un petit problème de micro, Tizak, non? Oui, je l'ai redressé. Il était un peu, il pendouillait un peu. Ben ça c'est normal parce qu'il a passé très longtemps sous mon lit, donc c'est pour ça qu'il s'est pendouillé un peu. Oui. Il n'a pas vu assez de soleil, Oui, on en reparlera à la rentrée de son érection. qui était sous mon lit pendant un mois. Alors là, c'était très mystérieux, mais je pense que vous comprendrez plus tard. Et enfin une dernière actu. Alors c'est pas un crowdfunding, c'est vraiment une actu. C'est par rapport à Sandoway. Alors chez Sandoway, donc pour ceux qui ont déjà fait des crowdfunding chez eux, avant ils faisaient la règle des 75%, c'est-à-dire que si le financement donc d'un crowdfunding était amené à 75%, Sandoway s'engageait à compléter ce qui manquait pour l'apparition. C'est-à-dire qu'en fait, ils complétaient automatiquement les 25%. Sauf qu'ils se sont aperçus que de plus en plus de crowdfunding s'arrêtaient à 75% et que c'était toujours à eux de compléter les 25%. Et quand ils ont 3-4 projets par mois et qu'ils se retrouvent à faire en fait une dizaine de projets où ils mettent 25%, parce que c'était au départ, donc justement le crowdfunding c'était pour mutualiser le risque chez Sandoway, justement de faire donc un crowdfunding pour déjà vendre les bandes dessinées. Donc cette partie-là des nouveaux contrats chez Sandoway vont disparaître, donc il faudra désormais bien Financer jusqu'à 100%. Financer jusqu'à 100%. Oui, en fait, je pense qu'ils auraient mieux fait dès le départ de dire, en fait, on met 25%, il faut aller jusqu'à 100 et ça fera plus, peut-être. Je pense que un crowdfunding qui est monté à 100%, les gens ont plus tendance à vouloir s'engager dessus après, alors qu'un truc qui est bloqué à 75, tu hésites plus, je trouve. Mais je pense que d'un point de vue stratégique, c'était pas très réussi. Ils auraient pas dû le dire. C'était pas clair. Et qu'en fait, quand tu commençais un crowdfunding, ils auraient de suite dû commencer à 25%. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas clair. Ça manquait vraiment de clarté, je trouve, chez Sandoway, le fait que à 75%, oh mais c'est bon, c'est réussi. Et c'était un peu... Ça me semblait toujours bizarre comme point. Voilà. Donc voilà, donc, pour éviter de se mettre dans le rouge et de fermer boutique, Sandoway, on va dire, prend les devants. Et donc, avec tous les nouveaux contrats, désormais, on n'aura plus cette validation à 75%. Il faudra aller jusqu'à 100%.
Ce qui est, somme toute, assez logique. Mais voilà, si vous faites des trucs chez Sandoway, enfin moi après voilà, je t'avoue que je comprenais pas trop le système, étant donné que quand tu participes à un crowdfunding, une fois que t'as participé. Oui, tu te poses pas trop de Tu questions. te poses pas la sur le question de se dire, tiens, je suis à 74% ou je suis à 25%. Après, tu reviens en attendant justement que tu arrives à 100 pour te dire, ok, j'ai mis le truc, mais je vais avoir une BD en retour. Donc bon. Voilà. Ok, oui, et puis dès que tu arrives à un seuil où tu penses que tu as réussi, tu te poses pas la question de continuer à encourager le projet. C'était de ça. Un océan de souffrance, non? Tu voulais pas en parler? En fait, j'aurais pu, mais sauf que c'est un tome 2 et que j'aurais fait que je parle du premier chez Sandoway aussi. Alors, c'est parce que j'ai eu un gros coup de cœur, on va dire, pour ce bouquin. Ça m'a donné très envie. Bah, parle-en quand même. Je vais en parler quand même. Alors voilà, c'est donc un tome 2, c'est donc dans une trilogie. Je vous fais juste le pitch. Voilà, le premier tome s'appelait La Montagne des Morts. Pardon. On a beaucoup de notifications aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est la trilogie infernale qui est conçue par Bone. S'appelle Dessous un océan de souffrance. Donc je vous lis le pitch. L'armistice a été sonné. Un sous-marin allemand s'échoue sur une plage anglaise. Nuit après nuit, attiré par une appel lugubre, les habitants s'enfoncent dans la noirceur de l'océan. J'ai trouvé ça graphiquement beau, bien noir, bien sombre. Ça m'a fait penser un peu à du Cthulhu. Voilà, ça m'a plu. Maintenant, c'est vrai que c'est un tome 2, donc du coup, le tome 1, je ne sais même pas s'il est encore disponible chez Sandoway. Je vous avoue, je ne me suis pas renseigné vu les difficultés. Il a peut-être été commercialisé, peut-être trouvable en librairie, il faudrait voilà, vérifier. c'est parce que je t'avoue que ma connexion Internet est défaillante. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas à cause de qui. Mais bon, voilà, ça peut être un achat sympa. Déjà, le premier palier à 20 € est passé, donc maintenant, pour avoir juste la bande dessinée, il faudra payer 30 €. Mais du coup, vous aurez l'album qui sera assigné avec un petit mot. Ok. Mobutu dans l'espace par Aurélien Ducoudray et Eddie Vaccaro. On avait déjà parlé de ces deux auteurs en parlant de Championzé et Jung qu'on avait beaucoup apprécié. Tout à fait. Et là, ce n'est plus une histoire de boxe, ça change un peu. Mais on reste encore ce côté un petit peu africain. On va s'intéresser aux Zaïre. Nous sommes en 1978 et jeune ingénieur allemand se retrouve envoyé par son organisme au Zaïre pour travailler sur la fusée c'était une république, je crois, officiellement. Je tiens à rappeler que c'était le Congo belge à l'époque. Ce n'est plus le Congo belge, c'était le Zaïre. C'était le Congo belge à l'époque. Voilà, c'est l'ancien Congo belge qui s'appelait le Zaïre. Bref, il se retrouve là-bas, alors que c'est un mec qui flippe en avion, il se retrouve à prendre l'avion, et il n'a pas fini de flipper, car dès son arrivée, on tente de l'enlever, puis ça s'enchaîne où l'ancien chef de projet est en train de faire le fou sur un toit et envoie sa merde sur les gens autour de lui, en lui laissant des instructions bizarres au milieu et en lui disant surtout ne déçois pas le président Mobutu, même sans faire exprès. Et le gars se retrouve dans des conditions de travail hallucinantes, ubuesques, complètement folles. Et là où c'est difficile, c'est que c'est... Je sais pas où est la fiction et où est la réalité. Voilà, c'est ça qui est assez délicat. Et je suis un peu perdu à ce niveau-là, parce que tout ce qui se passe est tellement hallucinant, et ça a l'air d'avoir été bien sourcé et d'aller chercher sur des trucs assez réels. Enfin, je restais sur le cul tout du long de l'histoire, quoi. C'est voilà. Alors, juste de mon petite expérience à moi et de mon père, donc qui a passé toute son enfance en Centrafrique, et qui te racontait que par exemple, des fois, ils étaient obligés de rester dans le lycée français parce que il y a eu une tentative de putsch ou quelque chose et qu'il se cassait avec sa petite Fiat et qu'il se faisait tirer dessus par les gardes du palais présidentiel. Voilà, tu te racontes des trucs, tu te dis, finalement, c'est peut-être tout à fait ça. Voilà, tu me racontais plein d'histoires où je me dis que ce qu'il raconte dans Mobutu, c'est peut-être bien la réalité, quoi, la réalité d'un jour n'est pas celle du lendemain, tu vois. Mais c'est complètement fou. Surtout pour un projet qui, tout le monde connaît les fusées zaïroises, c'est réputé. Bon, en gros, ça a foiré, on le cache à personne. Mais alors, la façon dont ça a foiré est tout aussi hallucinante parce que c'est bien réfléchi. Vas-y, Thio. Oui. Non, c'est l'Oasis qui passe. Pourtant, Oasis is good. Voilà.
On peut Ah, au niveau du écoute, dessin, au niveau du ouais voilà. Moi, je reviendrai simplement sur la recherche historique des auteurs, notamment d'Aurélien du Coudray. Il fonctionne avec beaucoup de recherche à chaque fois. C'est un petit peu son dada. Il aime bien que les choses soient ancrées dans des faits réels. Et je trouve que l'ouverture de la BD sur justement cette espèce de débauche oui, c'est bien pour ça que je me doutais bien que excusez-moi. Mathieu vient de faire une parenthèse graphique et je savais bien que c'était ça, Mathieu, sauf que tu as pas eu les couilles, n'est-ce pas? Les couilles zaïroises d'aller jusqu'au bout de ta pensée. La verge zaïroise. C'est cela. Bref. Donc je trouve que l'ouverture de la BD est assez parlante, c'est-à-dire que cet ingénieur se fait débaucher pour aller construire des fusées au fin fond de l'Afrique. Il sait pas trop dans quelles conditions, il sait pas trop pourquoi. Déjà, pourquoi est-ce qu'ils veulent envoyer une fusée au fin fond de l'Afrique? C'était une guerre à l'époque entre toutes les puissances. Hein. Voilà, c'était montrer qui est la plus grande. Et Mobutu voulait être la puissance africaine qu'elle allait le faire. Il n'y avait pas de puissance africaine sur le coup. Et quand il débarque sur le sol africain, ça commence par les douaniers qui se font soudoyer et il est obligé de payer pour pouvoir mettre un pied sur le sol africain. Non, pour acheter la carte du parti. Pour acheter la carte du parti qui était obligatoire, n'est-ce pas? Donc du coup maintenant il fait partie du parti. Vu qu'il fait partie du parti, dès qu'il sort de l'aéroport, en fait, il essaie de se faire capturer par les milices dissidentes, qui elles-mêmes se font mettre sur la gueule par les militaires qui font partie, là pour le coup, de la junte officielle. Ça part sur les chapeaux de roue dans tous les sens et effectivement tout le long. Ça reste sur cette tonalité-là où il est sur le projet, il a ses compétences d'ingénieur. Il dit non mais attendez, là sur la fusée, il y a ça et ça qui vont pas, ça pourra jamais marcher. On a déjà fait des tests, on a des expériences. On ne te demande pas que la fusée fonctionne, on te demande de faire comme ça. Ah d'accord, bon, soit. Donc du coup, ce que tu disais tout à l'heure, qui est de l'ordre du surréaliste, mais effectivement, tout le long, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan du relationnel avec la population locale, tout est sur un pied totalement surréaliste et très contradictoire d'une minute à l'autre, même sans parler du jour au lendemain. Graphiquement, qu'en avez-vous pensé? J'ai pas été enthousiasmé par le dessin. L'histoire m'a plu. Mais le dessin lui-même m'a pas. J'ai pas totalement accroché. Tu l'avais apprécié, il me semble, pourtant sur les autres BD de Vaccaro. Sur les autres, alors ce qu'on avait vu. Jung et Champion Z. Champion Z sur Jung, c'est vrai que ça m'avait. Là, j'arriverais pas à te dire pourquoi. Du coup, ça m'a moins satisfait. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de cases en mode petit bonhomme. On est plus dans l'humour aussi. Hein. Donc justement, ça dédramatise un petit peu la situation qui peut être buesque, mais dramatique aussi. Et il y a souvent des petites cases avec petit bonhomme qui se balade dans la brousse. Le côté un peu SD, ce qu'utiliseraient les mangaka quand ils mettent leur bonhomme en tout petit. Voilà. C'est ça, c'est un peu l'idée. Alors après, de temps en temps, il y a des plans qui sont plus travaillés aussi, il y a des cases qui sont bien chiadées, bien crayonnées, etc. Les portraits du visage de Mobutu, notamment, ou de certains personnages de village, sont assez marquants. Mais au-delà de la représentation des personnages, l'ambiance un peu faux-folle est très bien rendue. Voilà, on est dans ce côté un peu rigolo, ubuesque, et le dessin, je trouve, pour le coup, colle assez bien. C'est vrai que c'est pas un dessin tout le temps riche de détails, etc. Oui, t'es pas dans ce qui a pu être fait dans les travaux précédents, qui étaient plus sérieux aussi. Voilà. Mais là, c'est sérieux sur le plan historique. Mais c'est la petite histoire surréaliste qui nous est racontée, quoi. Oui, les histoires sont tellement hallucinantes en soi que... Ouais. Ok. Et maintenant, vous en feriez quoi? On a des silences, là, gênés. Non, pas gêné. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, d'une part parce que c'est chez Futuro. Les gars, tu sais, ils sortent de la merde aussi des fois. Oui, aussi, c'est vrai. Non, mais écoute, moi je trouve que ça continue bien le travail engagé sur l'exploitation, on va dire, occidentale du monde africain, parce que finalement il y a aussi ça qui est sous-tendu derrière toutes ces espèces de petites blagues ou de situations cocasses. Donc ça continue le travail qui a été fait sur Champion Z et sur Young, même si c'est moins autobiographique ou biographique
qu'on a pu avoir sur les 2 tomes précédents. Là, on ne parle pas spécifiquement de Mobutu, même si forcément ça rejaillit sur Mobutu, puisque le projet est à son initiative et c'est pour montrer sa grandeur et sa puissance, etc. Mais c'est un état d'esprit, c'est une ambiance aussi qui est rendue de cette époque et des projets farfelus qui étaient demandés à grands coups de renforts d'argent qui proviennent des mines, de l'exploitation de la population, etc. Donc ouais, je trouve que ça continue bien le travail sur une tonalité différente, mais ça poursuit le travail. Thio, tu as eu le temps de réfléchir? J'en aurais rien fait. Ouais, même pas l'offrir à ton père qui... Non, ça aurait pu lui faire revivre des trucs, mais je crois qu'il préfère passer les soirées avec ses anciens potes d'Afrique. D'accord. Bon, moi, je trouvais que c'était un petit document historique rigolo qui m'a donné envie d'aller peut-être voir les documentaires dont il parle à la fin, qui montrent un peu le côté réaliste, peut-être hallucinant. Mais c'est vrai que je suis aussi un peu embêté. Je trouve ça sympa. Ça va bien dans la continuité de ce que j'avais lu de ces 2 auteurs. Mais je le mettrai un peu à part, je suis pas totalement convaincu. Moi, j'ai vraiment bien aimé, c'est assez décalé. Et justement, dans les petits documents, il y a la vidéo du lancement de la fameuse fusée, un vrai document INA qui existe, qui est assez rigolo à voir, et qui est bien retranscrit dans le bouquin. Time Before. The Time Before. Oui, un petit The Time Before. The Time Before de Cyril Bonin. Cyril Bonin. Chez Grand Angle. Ça vous va comme ça? Grand Angle. Alors, on est en 1958 sur la côte est américaine, un petit peu avant Noël, un photographe du nom de Walter Benedict. Pas encore Noël, un peu avant. Okay. Donc Walter Benedict, en fait, est un photographe qui, un soir, va sortir de chez lui pour défendre un vieux vendeur de cravates, de montres, un vendeur à la sauvette, quoi. Et pour le remercier, le vieux monsieur va lui donner un pendentif, une sorte de talisman secret, avec un pouvoir qui va le transformer en lui-même. Il va rester lui-même, mais il va avoir désormais la faculté, s'il le souhaite, maintenant qu'on lui a offert ce talisman, s'il repense à un moment de sa vie, il pourra revenir à ce moment-là et changer les décisions qu'il a prises. Alors bien évidemment, il ne peut revenir au mieux qu'au moment où il a eu le talisman pour la première fois. Il ne peut pas revenir avant. Oui, parce que dès qu'il y a des histoires de voyage dans le temps, il faut des règles très précises. Voilà, donc il ne peut revenir que jusqu'à ce moment-là. Et c'est un peu comme Sam Beckett, il ne peut pas revenir avant le moment où il est rentré dans la machine. Non, avant sa date de naissance, lui. C'est ça. Parce que sinon, il ne peut pas exister. Voilà. Voilà. Donc du coup, pour le pitch de départ, Walter Benedict, en fait, on va suivre ses vies, et avec à chaque fois des petits changements dans certaines décisions qui entraînent une autre suite temporelle. Et qui ne vise qu'à un seul but. Trouver l'amour. Trouver l'amour. En fait, garder l'amour, parce qu'il le trouve. Il le trouve à chaque fois, mais il n'arrive pas à... Ouais. Alors, moi, j'ai au niveau du récit, pour une série où on a des voyages dans le temps, ça fonctionne bien. Tout est nickel. Oui, on a toujours tendance à chercher la petite bête. La petite bête, mais là, je n'ai pas trouvé. Ça, c'est nickel. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça très intéressant et bien mené. En plus, le côté... l'Amérique des années 60, quoi. C'est vraiment l'âge d'or. Du coup, ça donne une super petite ambiance. On est vraiment dans cette époque, quoi, avec le côté un peu tout est possible. Anglais. Non, mais ce côté petite bourgeoisie, enfin la bourgeoisie, petite bourgeoisie américaine, où tu sais, je veux dire, tu as ton manoir sur les héros d'Hitchcock, quoi. Voilà, t'as ton petit manoir sur la côte est, t'as le terrain de tennis, tu as le terrain de tennis, enfin voilà, c'est la haute société, c'est vraiment un truc qui est vachement sympa. Plus des petits clins d'œil justement à l'actualité de l'époque et aux personnes qu'il rencontre en tant que photographe, donc de mode, photographe de stars aussi. Une histoire vraiment bien ficelée. Il y a des petits moments qui passent un peu rapidement. C'est vrai que parce que du coup, dans ces choix de retour en arrière, il y a des moments où Cyril Bonin ne peut pas nous raconter chacune des vies que vit Walter Benedict. Donc du coup, il y a des petits passages où on a des petites ellipses ou des moments qui passent assez rapidement. Et c'est un peu dommage parce que des fois, j'aurais voulu rester un peu plus sur certains passages. Mais au niveau vraiment de cette histoire, j'ai trouvé que c'était vraiment
très pertinent, quoi. Moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est aussi les moments où il décide de ne pas retourner en arrière. Parce que c'est ça que je trouve très fort dedans, c'est qu'à plusieurs... Enfin, c'est toujours la technique de Cyril Bonin. Hein. Il nous trouve un prétexte fantastique pour nous raconter une histoire d'amour. Dans la plupart des bouquins qu'on a lus de lui, c'est à peu près ça. Et là, justement, pour cette histoire d'amour, parfois, le gars choisit de ne pas revenir en arrière de quelque chose de traumatisant, de difficile, etc. Parce que ça serait changer sa relation avec celle qu'il aime. Et ça serait mettre un biais qui ne lui conviendrait pas. Alors qu'il pourrait avoir tout ce qu'il veut avec le pouvoir qu'il a. Hein. Et ce choix de ne pas abuser de ce pouvoir pour avoir un amour qui reste assez pur, en fin de compte, autant que possible, en tout cas. Et ça, j'ai trouvé ça très, très réussi là-dessus. Et puis, bon, ça nous montre aussi que parfois, ce qu'on pense être le bon choix n'est pas forcément le bon, ce qui permet de revenir en arrière, derrière, etc. Et puis, on a aussi un petit twist final sympathique. Sympathique. Ouais, plutôt bien trouvé, plutôt cool. C'est pas le truc que tu fais waouh, mais ça marche bien. Ça permet d'avoir une fin qui tient la route, plutôt que de nous laisser un peu à se dire bon bah le gars il peut faire un peu. Enfin voilà, il a trouvé comment achever son récit alors que ça aurait pu durer une éternité vu qu'on est dans le voyage dans le temps. Justement, pour montrer les voyages dans le temps, il a utilisé un petit trucage, un changement de couleur, un changement de quelque chose. Il y a juste une case qui nous met en double avec une colorisation différente pour nous dire paf, c'est le moment où il revient en arrière. Donc rien de. On n'est pas dans le grandiloquent au niveau de la mise en scène. On est sur quelque chose de très humain, très proche des personnages. C'est ce qu'a toujours fait, en tout cas selon moi, Cyril Bonin. Il est dans un style graphique assez simple, assez élégant. Il reste toujours dans des tons de couleurs, entre les ocres, les verts de gris, des teintes un petit peu marquées, plus pour jouer sur des ambiances que pour faire de la couleur réaliste, j'ai envie de dire. Qui marche bien et qui... Enfin, moi, c'est quelque chose... il a un style que j'apprécie beaucoup. Ça fonctionne bien, quoi. Ça fonctionne très, très bien. Vraiment. Voilà. Tu en ferais quoi Moi, il vient chez moi, j'ai ma collègue de Cyril Bonin, donc c'est bon. Ok. Bah oui, je sais, c'est facile. Mais en fait, qu'est-ce que j'en ferais déjà, je pense que c'est un livre qui peut être simple. J'allais dire à offrir, certes, mais... À se faire offrir. Voilà. Bah, en fait, voilà, c'est ça. On me l'a offert. C'est une bonne comédie romantique. C'est une bonne comédie romantique. Moi, je pense que ça pourrait faire une super adaptation au film, en fait. Ouais, ça marcherait plutôt bien. Voilà. Avec Jennifer Aniston. Non. À une époque, elle faisait plein de comédies romantiques pourries, c'est pour ça. Non, mais pas Jennifer Aniston. C'est une blague. Non, Jennifer Lawrence. Ouais, mais fait pas trop de comédies romantiques pourries. Ouais, mais s'il était bien... Non. Bon, Non. Voilà, bon, bah, sur ce, moi, oui, je trouve que c'est une belle histoire d'amour à offrir à quelqu'un qu'on aime. Voilà, je te l'offre. Même pas de chanson, quoi. Rien. Ouais, Rien. Rien du tout, Isaac. Là, là, il t'a... Parce qu'il est concentré sur sa chronique du masque de Fudo. Non, j'ai rien dit. Vas-y, fais-nous le pitch du tout masque de sec, Fudo. en fait, c'est ça. Non, je suis pas sec, mais voilà. Je sais aussi me tenir, monsieur. Voilà, de Saverio Tenuta, le masque de Fudo. C'est ça, qui est au dessin et au scénario. Oui. Le monsieur Et à la italien. couleur, tant qu'à faire. Et à la couleur, exactement. Donc, de quoi C'est va lui qui nous les a parler imprimés aussi le masque de... Oui, c'est ça, avec ses petites mains. Et sa petite imprimante jet d'encre. Le masque de Fudo, Elle premier... déchire son imprimante. Ouais, une bonne imprimante jet d'encre. C'est du bon. Donc, premier tome sur 4, on le sait d'emblée. Ça nous raconte l'histoire d'un certain Shinosuke qui, dès le démarrage de ce premier tome, nous est présenté, bien malgré lui, en tant qu'enfant, comme un petit héros, puisqu'il va tenir tête à un riche petit garçon capricieux, jeune adolescent même, on va dire, capricieux dans le Japon médiéval, qui n'a rien d'autre à faire que d'enquiquiner les gens autour de lui. Et là, on dépasse quand même le stade de l'enquiquinement, puisqu'il rencontre la petite sœur de Shinosuke, et puis il décide qu'il a envie de la maltraiter physiquement, un peu sexuellement aussi. Bref, il y a cette emprise... C'est un art de l'emphase. Cette domination qui est déjà en place dès le début du premier tome, et puis cette notion de violence dès le plus jeune âge. Et donc ce Shinosuke va se retrouver redresseur de tort, peut-être bien malgré lui, puisque bien évidemment il était hors de question de laisser sa petite sœur tomber. Et en plus de cette situation-là, on apprend par la suite que Shinosuke fait partie d'un peuple, d'une tribu qui a plus ou moins disparu, et qui est un peuple considéré comme paria,
parce qu'ils utilisaient une forme de magie vraiment pas tolérée, etc. Et qu'ils se sont fait mettre du coup au banc de la société, et ils sont les serviteurs du reste des peuplades locales. Malgré tout ça, ils trouvent le courage de défier l'autorité, l'ensemble de l'autorité. Finalement, il essaye de sortir de sa condition et de sa caste. Sauf que tout ça va avoir de graves conséquences, puisque le livre est construit sous forme de flashback et de flash-forward, et on voit qu'il devient quelqu'un de très violent. D'ailleurs, c'est dès le début, il nous est présenté en premier temps, on nous le montre adulte, le gars qui fait peur, quoi, le gars qu'il faut pas approcher, qui est apparemment une sorte de tueur local, voilà, au service du pouvoir. Enfin, c'est pas exactement. Et tueur à gages, quoi. Voilà, et tous les flashbacks vont nous montrer comment il en est arrivé là, et aussi comment vont nous montrer sa vengeance, surtout, parce que c'est vraiment le sujet de ce premier tome, c'est le thème la vengeance. du premier tome, c'est la vengeance. Voilà. Moi, j'ai été un petit peu déçu parce que c'est un peu basique en fait. On nous montre le gars comment il est devenu super fort, et ensuite on va nous raconter qu'on a essayé de faire du mal à sa famille et il va se venger, etc. C'est d'un classicisme absolu au niveau du récit. Alors ça y va de violence, de tout ce qu'on veut. Il y a un dessin qui est magnifique, certes. Le Moi, je dessin trouve est ça absolument splendide. très joli. Mais quoi, ça veut dire que en fait, le grand méchant de la première page, en fait, il ne fait que se venger parce qu'il a subi un affront terrible quand il était enfant. C'est ça que tu veux Ouais, dire c'est ça. En fait, c'est que le grand méchant, en fait, il est pas vraiment méchant. Il fait que se venger. Ouais. Et ses comparses sont eux aussi très stéréotypés, et on est dans quelque chose de très classique. Bref, ça me... Ouais. Voilà, c'est le truc qui m'a déçu. Je sais pas si les tomes suivants seront un peu plus riches d'un point de vue du récit, mais là j'ai trouvé ça très 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 basique, quoi. J'avais bien aimé la série précédente, La Légende des Nuits Écarlates. Nuit Écarlate, pas la série précédente d'ailleurs, celle encore avant, parce qu'il y en a eu une autre entre les deux, il me semble. Oui. La Légende des Nuits Écarlates, j'avais bien aimé, et Masque de Fudo, ouais, là pour le moment je suis un peu sur ma faim. Ça manque de la richesse qu'il y avait dans la Légende des Nuits Écarlates, qui était un peu plus velu d'un point de vue de l'ambiance et de l'univers. Alors là, au niveau de l'ambiance et de l'univers, moi je trouve que l'ambiance est bien rendue. L'univers, il y a des éléments qui peuvent servir pour la suite, mais c'est vrai que ce premier tome est assez classique. Maintenant, dans la réalisation, que ce soit au niveau de la narration, que ce soit au niveau de la gestion du timing et des scènes d'action par rapport aux scènes de construction des personnages, je trouve que c'est assez bien rythmé, c'est assez bien construit. La narration fonctionne bien qu'il y ait pas mal de texte, c'est assez fluide. Le dessin, voilà, bon, très réaliste, c'est super précis. Des couleurs pas trop criardes, hormis sur le rouge, ça reste relativement pastel. Ça permet tout ça de conserver un attrait pour le bouquin, même si le scénario, comme on le disait, est assez empreint de choses déjà vues et revues. On essaie d'avoir un dialogue de sourd avec Thio en coulisses Ouais, pour parler de la série. Franchement, c'est classe, les gars. Non, mais t'as réussi à vachement bien tenir ton truc. On t'a pas écouté du tout. C'était sûrement très intéressant. Et pourtant, c'était très bien. Oui, on parlait de la série qui est entre les deux, qui s'appelle Izunas, entre Légendes des Nuits Écarlates, et qu'en fait, je crois qu'on essaie d'avoir un dialogue de sourd pour dire, en fait, on n'était pas au courant et on l'a pas lu. Non, si, j'étais au courant, mais je l'ai pas acheté. Et comme du coup, c'est moi qui suis Nuta, c'est moi. Voilà. Et là, du coup, je disais, Nuta, tu l'as lu? J'allais dire, mais tu l'as lu où, quoi? Ah non, j'ai juste lu qu'elle existait. Je l'ai pas lu. Voilà. Bref. Merci pour cet intermède merci. extrêmement bien construit et pertinent, les gars. Oui, C'est on ça. est comme Bravo. ça. On est comme ça. On est des professionnels, monsieur. Bon, en bref, ce premier tome, il est sympa, ça révolutionne pas le genre, mais c'est bien écrit, mais c'est bien dessiné, et donc il faut voir où est-ce que ça va nous amener. Parce que pour l'instant, alors il y a une chose aussi, c'est que ce premier tome, finalement, ça pourrait s'arrêter là. C'est 1/4, quelque part, c'est un peu bien qu'on nous le précise, parce que ça aurait très bien pu être un one-shot aussi. Oui, effectivement, parce C'est que l'histoire, en gros, on le voit résoudre dans le présent ses problèmes du passé. Donc c'est réglé. Pour l'essentiel, en tout cas. Oui, voilà. La vengeance est effectuée. Oh, les gars, peu c'est bon, arrêtez de prou. spoiler. Oh non, spoil pas. On spoile pas, on sait pas sur qui va se venger. Voilà. Vrai ou faux? Bon, vous en faites quoi? Je le file à Thio pour qu'il le mette à côté des Nuits Écarlates en C'est ça, attendant voilà. puis il laissera une petite place au milieu pour Les deux Izunas, tomes d'Izunas. j'ai pas acheté. Voilà. Oui, non, moi, je laisse tomber. C'est un peu trop.
Pour ce genre d'histoire-là, j'irais plutôt offrir du Rohan Solo de Jodorowsky et Bess, qui était Ouais, moi, j'aime bien plus- l'univers. bien plus sympathique, même si graphiquement c'était peut-être moins chiadé. Mais bon. Moi, je trouve que le Japon médiéval, c'est un truc qui me parle. Qui me D'ailleurs, plaît, c'est même pas du donc, Japon médiéval, hein, je crois que c'est une sorte de Japon fantasmé qu'il a inventé. Oui, bien sûr, c'est pas. Non, mais ultra ça aurait pu historique être et réaliste. Le problème, c'est que je connais pas assez le Japon médiéval pour Mais savoir si c'est. voilà, il y a ou c'est vrai. alors, on n'a pas parlé du titre, le masque de Fudo, puisque le personnage principal se cache derrière un masque de théâtre, et on ne sait pas si ce masque, un peu comme dans The Mask, a une influence sur son caractère ou si ça lui permet de se cacher et de faire sortir Bah, ses Vu que ses quand il côtés est les adulte, plus- c'est les du plus sombres. maquillage et plus un masque. Oui, mais quand tu regardes le maquillage qu'il a et le visage qu'il a à l'arrivée, C'est ça. il a pris le La- visage du masque. La forme de son visage est devenue la forme du masque qu'il avait dans son enfance. c'est pas faux. Et oui. Est-ce que du coup, le masque. Et oui. c'est Est-ce que le masque a eu une influence sur son caractère et sur ses actions? Eh bien, nous le saurons dans un prochain épisode lorsque nous parlerons de la suite. Le Carrefour, et pas le Carrefour Market. Le Carrefour de Arnaud Floch et Grégory Charlet. Passe-moi cette BD, monsieur, avant que je me fâche. Merci. Ouais, je suis vraiment d'humeur. Waouh. Dans cet épisode, nous allons suivre avec joie et bonheur un agent d'assurance du nom de Elias Baumer, qui a l'air d'être quelqu'un de très carré. Précis, et Précis, affûté. sharp, Ennuyeux. qui fait des petits schémas et des petits plans de tous les trucs, maquettes. voilà, de tous les trucs qu'il doit gérer. Mais il les fait pas en allumettes. Oui, il n'est pas agent d'assurance pour vendre les assurances, il est là pour vérifier les litiges et expert en fait, plus voilà, c'est C'est plus ça. le côté expert. Nous sommes en 68, c'est un peu la galère partout en France, il y a des grèves, manque d'essence, etc. Et malgré ce que lui a dit son patron qui demande à ce qu'il enquête sur un accident, de bus qui a Le bus tué, scolaire et des qui a tué enfants. 15 gosses, lui préfère aller dans un village paumé dans le trou du cul du monde qui s'appelle, je ne sais plus comment, tellement c'est triste. Et il y va, et on ne sait pas pourquoi. Et à côté de ça, on sent qu'il s'entend pas très bien avec sa fille, qu'il ne croise que lorsqu'il va rendre visite à sa mère défunte. La sienne, hein, pas la mère de sa fille. Voilà, ils s'engueulent. Et on découvre assez rapidement, un peu plus tard, que lorsqu'il arrive dans ce village, sa fille y débarque aussi et on ne sait pas pourquoi. Ce Mais village, on sait que ce village fait partie de leur histoire familiale. ce village est très particulier car il y a un carrefour qui est un carrefour dangereux où il y a de nombreux accidents, de nombreux morts. Et apparemment, personne ne veut rien faire pour sécuriser ce carrefour dans le village. Pourquoi ? Parce que ça arrange bien les deux garagistes du coin, parce que ça leur donne du taf. Beaucoup de personnes y ont un petit peu... c'est leur sanctuaire qui leur rappelle les gens qu'ils ont perdus, les malheurs qui leur sont arrivés. Et on a vraiment cette arrivée dans ce petit village fermé sur lui-même, avec des gens bizarres, une ambiance assez Twin Peaksienne, je trouve, sur les bords. En plus lumineux, quand même. Et bien sûr, on va au fur et à mesure découvrir quels sont les secrets de la relation entre Elias et sa fille, Marianne, jusqu'à la résolution de l'histoire de ce carrefour. Va-t-il réussir à le sécuriser ? Pourquoi veut-il le sécuriser au risque de perdre son emploi ? Pourquoi n'a-t-il pas été sécurisé auparavant? Bref, une histoire assez étrange, assez bien menée, très bien écrite en fait. Moi je suis tombé dans ce bouquin, mais je l'ai dévoré, j'ai pas réussi à m'arrêter malgré ma fille qui chouinait à côté. Et d'ailleurs elle a bien compris que j'étais concentré parce qu'elle ne m'a pas trop emmerdé alors qu'elle l'aurait pu. Elle avait plein de bonnes raisons. Le dessin est hallucinant. Je trouve le dessin... Alors malgré une couverture que je trouve foirée, je ne sais pas pourquoi, cette couverture ne me parle pas du tout. Elle marche pas. Alors que le contenu, il y a des dessins, mais sublimes. Tout est axé sur les personnages, donc on a beaucoup de cases avec des plans sur les visages, sur les expressions, un côté très chara-design, un peu influence asiatique dans les traits. Des personnages très, très typés, avec peu de décors derrière. Mais ce qui ne veut pas dire que monsieur le dessinateur ne sait pas faire de décors, parce que de temps en temps, il nous en place un au milieu, et là, tu fais « Waouh, putain !» C'est superbe, ça met bien en valeur les choses. Il y a des couleurs très lumineuses, très, très sympathiques, en fait. Et qui servent l'histoire à la perfection. On sent que ce dessinateur-là, alors qu'il nous raconte un récit très contemplatif, serait exceptionnel dans des scènes d'action, parce qu'il y a une micro-scène d'action dedans qui met
waouh, d'un coup, ça déchire sur le dessin, la dynamique du total. Et voilà, ça marche, mais magnifiquement. Et la conclusion est belle, l'histoire est belle. Sans forcément nous surprendre et nous faire un waouh, je l'avais pas vu venir. Mais on se laisse prendre par l'histoire et on rentre totalement dedans jusqu'à sa conclusion. Où on referme ce bouquin en se disant vivement leur autre bouquin parce que c'était génial. Ah oui, c'est un bouquin d'ambiance et l'ambiance est divinement bien rendue, aussi bien par la narration, par les dialogues, que par le dessin et le choix des couleurs. Je vais revenir dessus puisque tu en parlais. Si on était en photographie, je te dirais qu'ils ont augmenté la luminosité et forcé le contraste. Les couleurs sont affadies tellement il y a de lumière. Et en même temps, dès qu'il y a une zone d'ombre, une zone sombre, elle est encore plus accentuée. Et ça donne une espèce de lourdeur, comme s'il faisait 50 degrés en permanence, une espèce de chaleur pesante sur l'ensemble du récit, qui donne justement le ton et la vitesse. C'est-à-dire que c'est lourd, et pour autant, on n'arrive pas à avancer parce que... il y a cette chaleur là qui nous vient nous clouer au sol, qui vient peser sur nos épaules, et on est dans cette espèce de langueur permanente, mais l'histoire avance et on est tout le temps dedans et on reste dedans et ça fonctionne. Voilà, l'ambiance est extrêmement bien rendue. Moi qui suis assez sensible, on va dire, à ça, j'aime bien les bouquins où il y a une ambiance qui est vraiment rendue. Là, je trouve que c'est exceptionnel parce que si on doit mettre la trame scénaristique bout à bout, elle est quand même pas gigantesque. Oui, si tu la places de façon linéaire, voilà, mais elle est bien racontée. Mais c'est exceptionnellement bien raconté et l'ambiance par le dessin et par les couleurs vient rajouter une couche. Oui, parce qu'en termes de narration, il s'est joué sur le mystère. Exactement. Voilà, pour nous intriguer. C'est extrêmement bien fait. Tu parlais de Twin Peaks tout à l'heure, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que même les personnages secondaires, on ne sait pas si ils vont avoir une importance capitale ou pas. Certains ont l'air quand même bien barrés. Certains ont l'air bien barrés. Les garagistes, ils sont pas nets. L'homme qui a perdu sa main, qui la cherche des années après pour retrouver sa main. La copine des garagistes est pas claire non plus. Le gamin qui cherche sa main est pas clair non plus. La nana qui fait le bord de route, elle est pas claire. Pour ramasser tous les trucs écrasés. Le patron de l'hôtel où il dort n'est pas clair non plus. Mais pourtant, il a l'air sympa, mais pas clair. Il y a le médecin, toute une galerie de personnages secondaires qui peuvent tous, à n'importe quel moment, devenir personnages principaux. Et tout peut arriver à n'importe quel moment, mais dans ce rythme où on n'est pas dans du Last Man, quoi. On n'est pas dans de la scène d'action permanente, on n'est pas dans une surenchère d'événements, d'actions qui arrivent les uns derrière les autres. Non, on est dans un rythme relativement lent, mais on reste en tension, on reste attentif. Et puis oui, pour revenir sur la narration, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, qui est rare, c'est que quand Marianne arrive dans le village, d'un coup, le récit est raconté à deux voix. D'un coup, on a son point de vue à elle qui va s'additionner au point de vue. Vraiment, c'est très bien ordonné. Je voulais revenir aussi sur le dessin, sur un point qui m'a... Voilà, dans les personnages, on est dans un côté très ligne claire, je trouve. Mais dès qu'on arrive sur le décor, t'as quelque chose de beaucoup plus fouillé, de beaucoup plus petit trait, qui permet de garder cet aspect du décor qui est vraiment important. Le cadre est important, mais tout en gardant mise en valeur ces personnages qui sont tous mieux les uns que les autres. Thio, on t'a pas beaucoup entendu. Je vous avoue que vous en avez tellement bien parlé que je n'aurais pas grand-chose à rajouter. J'ai passé un excellent moment à le lire, mais je ne pourrais pas aller plus loin que ce que vous avez déjà dit, qui était fort bien dit. Voilà. Il bat en touche, mais non, pour dire qu'on est bon, mais pour dire qu'on est bon, donc pour dire qu'on est bon, donc je le faisais bien le bruit en début d'émission. J'étale le beurre en fait que tu as mis tout à l'heure. Ah voilà. J'enduis la boulasse. Tu ouins. Voilà. Je me ouin le corps. Bon, vous en faites quoi à part essayer de me le voler dans ma bibliothèque? Je le prends tout à l'heure. Je vous le laisse. Mais c'était très bien. Ok. Moses Rose. Tome 2. Toujours chez Grand Angle. Ah oui, tu es abonné au Grand Angle, toi. Je sais pas, mais... Je crois qu'on avait beaucoup de ASP à rattraper chez eux, on va dire. Non, mais en fait, voilà, c'était juste pour signaler que quelqu'un qui parlait beaucoup de ASP... Beaucoup Grand Angle ce soir. Oui, on est corrompus. Ouais, on n'en parlera pas. Moses Rose, qui est-il? C'est un Français qui... Monsieur Rose. D'où vient-il? Ce formidable héros, en fait, il vient des temps anciens. Alamo,
des temps anciens d'Alamo, et en fait il voudrait laver son honneur parce qu'on considère qu'il est un traître, qu'il a fui Alamo avant la bataille, alors qu'en fait c'est pas vrai. Lui il dit qu'on lui a dit de partir parce il était là jusqu'au dernier moment, jusqu'au bout, mais il a survécu à Alamo. Il n'est pas le seul, hein. Mais on continue justement donc cette histoire de Moses Rose qui lui veut laver son honneur, et d'autres personnes qui veulent retrouver un trésor perdu dans Alamo. Dont un certificat de propriété d'une mine dans laquelle il y aurait de l'or. Enfin bon. Encore une histoire de pognon, quoi. Encore une histoire de pognon, encore une histoire de western, encore une... exactement, voilà, un truc où tu es là avec une pelle et il faut que tu creuses. Mais... Il y a 2 types de gars dans la vie. Voilà. Mais très bien mené. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment un bon western, quoi. Dans le premier tome, ça partait un peu, j'ai l'impression que ça partait un peu dans tous les sens. Et là, j'étais vraiment dans le western, le Monument Valley, quoi. Les beaux décors, le truc qui fait que tu y crois, quoi. Tu es en place. Alors moi, j'étais un peu... Tu disais, tu as l'impression que ça partait dans tous les sens dans le premier tome. Et là, j'ai l'impression que ça continue dans tous les sens. Je me suis un peu perdu entre les différents groupes. Parce qu'à un moment donné, on suit 3 ou 4 groupes différents. Ouais, mais moi j'avais relu le tome 1 avant. Il y a 6 sions dans chacun des groupes. Ouais, toi, tu avais relu le tome 1 avant, donc c'était plus clair pour toi. Moi, non, je me suis juste contenté du résumé qui est fort bien fait au début. Oui. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on mette les dessins des personnages quand on cite leur nom sur les résumés. Parce que j'ai été un petit peu perdu. J'ai constaté que c'était bien mené, que c'était bien écrit, que c'était très très riche d'un point de vue scénaristique, que justement... j'ai senti toute une puissance dedans, mais je me suis un peu laissé perdre et j'ai été un peu largué tout du long. Mais parce que j'avais pas relu le tome 1 avant. D'où je me pose la question de me dire, est-ce que ça méritait d'avoir fait un triptyque, même si je sais que c'est souvent des questions économiques qui l'imposent. C'est des questions économiques ou c'est pas des questions des auteurs. Voilà, mais voilà, je pense que j'aurais lu tout d'un bloc, j'aurais mieux suivi. Par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est que la fin de ce tome-là nous laisse sous-entendre que le 3e tome sera très différent des tomes précédents. Il nous racontera autre chose d'une autre façon et sera peut-être plus facile à prendre en route. Parce que là, c'est vrai que j'étais un peu perdu. Je pense qu'il faudra relire les résumés des épisodes précédents. Oui, parce qu'ils sont pas des réattaquer, choses. parce que voilà, c'est assez dense. Oui, toi, par le côté dense. Écoute, les dessins sont assez bien fouillés, hein, les visages burinés, etc. Maintenant, statique, c'est pas, voilà, c'est ce que je reproche, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que c'est pris de manière assez figée. De temps en temps, au niveau des visages, ça manque un petit peu de délicatesse ou de finesse sur certains visages. C'est bien gentil de faire des visages burinés, c'est très bien, sauf qu'ils ne sont pas tous burinés. Et ceux qui ne le sont pas, ils sont moins réussis, je trouve. Il y a un côté un peu BD historique, réaliste dans le genre, et je pense que ça aurait mérité un petit peu plus de... d'audace dans le trait. Qui aurait mieux servi ce récit qui est super sympa, hein, mais qui, voilà, je trouve les dessins parfois un petit peu... Enfin, je suis pas très fan du style réaliste pur comme ça aussi, hein, ça touche mes goûts, mais ouais, ça aurait peut-être mérité parfois un peu plus d'audace dans la mise en scène, parce qu'il y a des scènes d'action qui sont sympas. Il y a pas mal de scènes d'action, voilà, de fusillades, c'est bien etc. mené, c'est très dense hein, comme album, hein, il se passe beaucoup de choses. Et je trouve que ça aurait peut-être été parfois... C'est ce que je me disais parfois, c'est merde. Là, ils auraient eu la place de faire cette scène-là en quelques pages en plus, avec des pages avec moins de dessins dedans, moins de cases. Plus grandes cases, ouais, tout voilà. simplement. Sans en faire 5 ou 6 de petites, ils faisaient une grande scène de combat. Avec plein de pages, mais moins de cases par page. Et puis avec des superpositions de matchs. Et là, narration plus dynamique. On est sur quelque chose de très à l'ancienne. Thio, tu peux contre-attaquer, je sens. Toi, t'es adepte de ce genre de c'est vrai, c'est peut-être plus mon truc, mais je me suis pas arrêté en fait sur les détails des visages ou sur le truc. C'est vraiment, je trouve, moi, il y a une ambiance qui était, qui est vraiment western, quoi. Je me suis retrouvé vraiment chez Sergio Leone, quoi, avec voilà les moments où t'as la pluie, tu vois la pluie qui ruisselle sur les visages, les bons dialogues qui font bien le truc. Ouais, mais Sergio Leone, justement, au niveau de la mise en scène et de la façon de raconter, on était dans quelque chose de très dynamique pour l'époque et qui cassait un peu les codes. Et je trouve que ça aurait mérité de casser un peu les codes pour mieux fonctionner, vu la portée du récit, en fait. Voilà, c'est... Ouais, ça me passait... Enfin, je dirais... Oui, ça t'a pas du tout marqué. Voilà, ce serait ton parti pris, ça n'a pas été le mien. Et franchement, voilà, moi, ça m'a bien convenu comme ça.
Après, voilà, maintenant, c'est vrai que, comme je te disais, moi, au départ, j'ai acheté cette BD-là. Pourquoi ? Parce que c'était Alamo, quoi. Alamo, Davy Crockett, quoi. Ouais. Voilà, l'homme qui n'a jamais peur. Et je trouve ça intéressant. Mais je trouve que voilà, c'est une bonne chasse au trésor, quoi. Ah oui, non, c'est du bon western. Je renie pas la qualité globale de l'histoire, mais c'est vrai que voilà. Je trouve que ça aurait mérité un autre style graphique ou une autre façon de raconter, une autre narration, quoi. Vous en faites quoi ? Je le laisse à Thio pour le coup. Moi, je suis pas. Ouais. Moi, je pense que ça peut être voilà, c'est pour un bon fan de western, pour quelqu'un qui a envie de revoir le grand ouest américain, quoi. Enfin, le grand sud-ouest américain. Moi, j'attends que le triptyque soit complet, en fait. C'est ça. Dès que le triptyque sera complet, je pense que c'est une BD qui aura atteint tout son potentiel et toute sa valeur. Qui, pour le moment, on sent un potentiel. Et puis, j'espère que ça retombera bien sur ses pattes. Donc, il faut voir la suite. Mais moi, tu vois, je ferais une comparaison avec le Masque de Fudo, où il y a un peu le même souci de classicisme, même si c'est sur des styles graphiques différents. Mais on est sur cette même problématique, en tout cas, c'est du déjà vu et revu, même si le scénario est un petit peu plus fouillé quand même. Vachement plus fouillé. Même Il dans y Moses a Flows. plus de surprises, plus de... C'est plus riche, en même temps, c'est déjà un tome 2. Mais voilà, l'univers m'interpelle en moins. J'y suis moins sensible et je peux rester en dehors sans problème, alors que j'irais volontiers voir la suite du Masque de Fudo. Elle Ouest, le tome 2, je vais vous laisser en parler car je l'ai commencé et je vous expliquerai pourquoi. Étonnamment, alors que c'était quelque chose que j'attendais beaucoup, ça m'est un peu tombé des mains. J'ai un peu du mal, mais je le finirai quand même plus tard. Et donc nous allons laisser la parole à Tizak pour nous résumer un peu ce tome 2. Moi. Bon, c'est toujours Thierry Lamy au scénario et Frédéric Verbiche au dessin. C'est le deuxième et dernier tome de cette petite saga, du coup. Qui devait en compter 3 et qui a été réduite à 2 pour des soucis de commerciaux. Toujours. Commerciaux, sachant que le deuxième tome est quand même beaucoup plus fin que le premier tome, qui était un plus gros pavé. Oui, non, mais c'est aussi une question de qualité du papier. Oui. Le papier n'a rien à voir. L'édition du tome 2 est bien meilleure. Je ne me rappelais pas. Bref. Donc, toujours est-il que nous sommes en 1875. Il y a toujours des tensions entre, d'un côté, les White States of America, les États blancs d'Amérique, et de l'autre côté, les sauvages du L-Ouest, séparés par La Frontière, qui était le titre du premier tome, The Frontier. Ce deuxième tome s'appelle Wendigo, et justement, on est tout de suite dans le vif du sujet, puisque ce deuxième tome attaque directement d'emblée avec une scène de combat, où d'un côté on a la prêtresse Winoc qui a invoqué l'aide des Wendigo, donc des créatures gigantesques, et fait jaillir donc une espèce de démon gigantesque, Ithaca le Wendigo, qui est voilà, énorme, c'est un machin gigantesque. Passer de l'autre côté... Oh, c'était classe. C'était un bruit fort intéressant. Désolé. C'est ça. Donc de l'autre côté du mur, de canette. On a Jack Outburst et son petit groupe qui se retrouvent face à ce monstre. Ils ne s'en sortent clairement pas. Hein, ils sont pas du tout de taille à lutter contre lui. Et c'est Tom Little, l'Indien homme-loup, qui est une espèce de chaman qui a des pouvoirs mystiques, qui est le seul à pouvoir se mesurer à ce Wendigo, et il se transforme donc en homme-loup, il fait appel à tout son pouvoir, et il se sacrifie pour mettre à mal le Wendigo et sauver l'ensemble des autres compagnons. Parallèlement à ça, le général Grant profite donc de la situation pour proclamer officiellement que les White States of America sont en guerre contre le L-Ouest, l'ensemble du L-Ouest, et donc mettre en place beaucoup plus de moyens pour aller conquérir les territoires du L-Ouest, malgré les accords qui avaient pu être passés auparavant avec les tribus Ewinok et indiennes pour sauvegarder chacune des tribus.
Et donc on attaque tout de suite ce deuxième tome dans cette confrontation et dans cette ambiance de guerre où il y a à la fois des choses mystiques, des choses surréalistes, de la magie, mais en même temps des intrigues très terre-à-terre et politiciennes, de conquête de territoire, comme ça peut être le cas réellement aux États-Unis. Votre Là, avis? tu vois que je te donne mon avis en fait. Ouais. Alors, très dur de s'y remettre sur le Hell West tome 2. 4 ans après. 4 ans après, voilà, ça c'est chaud. C'est très très chaud parce que le tome 1 m'avait beaucoup plu, mais la mémoire faisant que on se rappelle pas de tout, j'ai mis un petit peu de temps à me remettre dans l'histoire, à me rappeler les différents protagonistes. Surtout qu'on est dans une suite directe qui commence une média res, quoi. Hein. C'est ça, on est directement dans le vif du sujet. Et les intrigues du premier tome, les entourloupes du premier tome, nous reviennent petit à petit à la lecture. À la lecture, exactement. Ah oui, c'est vrai que lui, il avait fait ça, qu'il avait planqué machin, etc. Et moi, ça m'est pas revenu du tout. C'est peut-être pour ça que. Voilà, bon. Alors après, moi, une première question, ça a été le Hell West, pour vous, c'est bien donc l'Ouest sauvage. Voilà, bon. Après, je me poserai la question de pourquoi le Wendigo, étant donné que le Wendigo, c'est un truc du nord, Grand Nord. du Grand Nord des États-Unis. C'est le Nord-Ouest. C'est au Canada, le Manitoba. C'est le Nord-Ouest. Ouais, C'est le Nord-Ouest. C'est Alors, le Hell West du Nord, quoi. Hell West, c'est l'Ouest infernal. Mais en fait, c'est pas vraiment l'Ouest. C'est je trouve... le mot Ouest, pour le coup, il est galvaudé dans le sens où nous, ça fait appel à notre imaginaire sur les étendues sauvages et les peaux rouges, mais en réalité, c'est les sudistes contre les Nords. Oui, on est aussi sur cette idée-là. On est aussi sur cette idée-là de la conquête raciale, entre guillemets, je veux dire White States of America, excuse-moi, mais il leur manque plus que le petit chapeau blanc sur la tête, quand même. Bon, Bon, attention. attention, Itinéris. Ouais, bon. Donc c'est vrai qu'il y a cette ambiguïté, cette petite Bon, après, contradiction, voilà, je suis d'accord. C'était juste ce petit questionnement que j'ai eu. Mais là, c'est vraiment une pure question rhétorique. Tout à fait, qui totalement. ne mène pas à grand-chose. Maintenant, le West tome 2, je te remercie, One Eye Pie, de m'avoir à peu près tiqué comme ça. Parce que je sais que tu as des choses bien plus intéressantes à dire. Oh putain, qu'est-ce que boule, quoi. Oh putain, opération pommade ce soir. C'est dans quelle émission où tu as un mec qui, on pense, s'est fait épiler les couilles Ah, c'est le Captain Web. Voilà. Un bon bouquin, le Hell West tome 2. Je me suis bien, finalement, après, on va dire, un temps de mise en relation des différentes personnes, et voilà, après une petite temps de lecture, je me suis bien remis dedans. Très sympa, malheureusement, et je pense que c'est ce que tu aurais pu nous dire comme raison, Pied, c'est que c'est très bien, mais un peu court. J'ai l'impression que les idées sont excellentes, moi je trouve, au niveau des rebondissements, mais en fait tout arrive trop vite, quoi. À un moment donné, c'est tu sens une contraction scénaristique là. c'est exactement ça, mais sauf que tu sens qu'il y a un gros fight qui va arriver. Tu sens les différentes puissances qui montent. Tu arrives au moment du fight, et le fight il est résolu en 2 cases, quoi. Faudra qu'on chope Thierry Lamy la prochaine Là, fois tu qu'on le fais, croise. Putain, qu'on l'a what déjà the croisé. fuck, quoi. Je veux dire, tu m'as fait monter ça pendant 4-5 pages, et encore 4-5 pages, je suis gentil, quoi. Et là, putain, en 2 cases, tu m'as bouffé le truc, quoi. Plier la scène finale, ouais. Et là, tu fais, mais non, quoi. Et c'est la sensation que j'ai eue à la fin, c'est de me dire, le scénario était bien, vraiment très bien. Il y avait vraiment de possibilités. En plus, avec ce graphisme dans les 2 Hell West qu'on a eu en noir et blanc qui déchire. Qui déchire, quoi. C'était génial, mais j'ai un gros sentiment de... J'arrive pas à trouver le mot, mais j'ai pas pris le plaisir que j'aurais dû, quoi. C'est ça. C'est pas aussi bon que ce que ça aurait dû l'être. Il y a plein d'ingrédients. Tous les ingrédients sont là et ils sont tous bourrés, coincés. C'est un peu comme si vous avez que des tableaux de grands maîtres, sauf que vous les avez entassés dans le placard du fond. Et du coup, c'est pas mis en valeur. Ils n'ont pas l'espace nécessaire pour se développer. Aussi bien au niveau des intrigues qu'au niveau du choix des personnages. Je veux dire, il y a des références à Grant, à Lee, à machin, à Custer, etc. C'est quand même des personnages qui ont une vraie force, une vraie dimension. La folie est mise en place. Les envies de pouvoir sont bien mises en place. Mais ça n'a pas le temps de se développer, ça n'a pas le temps de prendre de l'ampleur.
que pouf, on est passé tout de suite à la suite. Ouais, mais Custer, c'est un sale con, je crois. Oui, mais bon, ça empêche pas. J'ai vu Little Big Man. Ouais, mais Custer, c'est un sale con, quoi. Les espèces d'histoires d'amour qui se mettent en place et qui du coup créent de la tension dans les personnages, leur donnent de l'envie, boum, c'est pareil, on passe tout de suite à la suite. Voilà, ça, il manque cette respiration, ça s'appelle comme ça en musique, il manque cet espace pour permettre au choix de personnages, au choix d'action, au choix de scénario, de se mettre en place et vraiment de nous qu'on ait le temps de les appréhender. C'est un petit peu comme si vous lisez un bouquin à toute vitesse, enfin qu'on vous lise un bouquin à toute vitesse ou qu'on vous lise un poème à toute vitesse, on n'a pas le temps d'en apprécier le contenu et c'est vraiment ce qui manque, je trouve, dans ce deuxième tome parce que tous les ingrédients sont là et ils n'ont pas l'espace de prendre l'ampleur nécessaire à leur réussite. Ouais, ce serait si on recroise Thierry Lamy, ce serait des questions On intéressantes. le recroisera sans doute. Ouais, parce que du coup, moi j'ai vraiment eu un gros plaisir et un gros déplaisir à me dire que finalement, il y avait plein de bonnes choses, mais à chaque fois, ça monte et Mais parce que tu passes à la suite. ça monte. Ça n'a pas le temps de se résoudre. Et tu fais merde, quoi. C'est à un moment donné, c'est agaçant, quoi. Alors, Maintenant, au niveau de la qualité propre du bouquin, mis à part ce défaut-là que je trouve que c'est vraiment bien fait. Vraiment très bien fait. Graphiquement, moi je trouve ça, ce noir et blanc, ça... Graphiquement, je pense que alors c'est un noir et blanc niveau de gris, très très. Alors j'ai l'impression que c'est pas exactement pareil que dans le précédent. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Je me souvenais de quelque chose de plus tranché dans le premier. Je suis un petit peu pas convaincu. C'est un peu flou parfois, je trouve. Un peu flou parfois dans ce tome-là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, là, vous avez deux personnes qui sont en train, au fur et à mesure qu'elles parlent, de regarder en fait dans les étagères pour chercher le L West. C'est exactement ça. Il est peut-être derrière le dessin de Clem Clé là. Ça y ressemblerait bien. Dire-moi ce bordel. Tu parles pas du Clem Clem. Là, voilà, il est là. il est juste là. Alors oui, au niveau du nombre de pages, commençons. Le premier faisait 106 pages, celui-là en fait 108. Il est sur un beau papier glacé de la mort, alors que celui-là est sur un papier un peu plus... Ah non, il n'est pas du tout sur un papier glacé de la mort. Oui, non, je parle du tome 2, Ah oui. qui rend juste valeur justement au niveau de gris. Il me semble que voilà, il n'y a pas de niveau de gris dans le premier. Bah voilà, je trouvais le graphisme du premier plus réussi. Là, je trouve que le côté gris, ça a rajouté beaucoup de flou. Qui sert pas trop, je trouve, le graphisme. Bon, ça, c'est une question de goût, toujours. Puis bon, 4 ans entre les deux, ça fait mal. Bah voilà, moi, j'ai été complètement largué dessus. J'ai lu la moitié, à peu près, hein, et je sais plus trop où j'en suis. Faudrait que je relise le premier. Et puis, comme vous dites, ça va vite, et puis on n'a pas de résumé, on sait plus où on en est. Et je trouve ça très dommage, alors que j'avais adoré le tome 1, que j'ai été perdu dans ce tome 2, quoi. Et c'est une grosse déception du peu que j'ai lu pour le moment. Et ce que vous m'en dites m'effraie beaucoup pour la suite. Bah, écoute, moi, pour le coup, tu vois, le fait de revoir les deux bouquins côte à côte, j'avais beaucoup aimé le design du premier parce qu'effectivement, uniquement en noir et blanc, gros travail sur les ombres, etc. Eh ben, je m'en suis pas rendu compte, mais alors le travail plus dans les gris et un petit peu plus atténué sur les lignes de séparation de personnages, ça m'a beaucoup plu. Je trouve que ça donne quelque chose de beaucoup plus classe. Et du coup, les caractères design ont bougé un petit peu. Les visages sont clairement différents. Vu le temps qu'il a fallu entre les deux tomes, tu changes de style. 6 pouces, quand tu regardes entre le premier et le deuxième tome, il a clairement changé, quoi. Et je trouve que ça mériterait une première édition ou une édition complète. Uniquement avec le design du deuxième tome parce que vraiment moi j'ai vraiment bien tu vois, voilà, parce que je trouve que justement c'est plus tranché, c'est plus lisible comme style. Moi j'ai bien aimé vraiment le style graphique du deuxième. Par contre je reviendrai 2 secondes sur ce que disait Mathieu. Moi il y a des petites choses quand même qui m'ont un peu dérangé dans le deuxième tome. Certains dialogues qui sont pas vraiment au niveau ou qui sont un peu familier ou voire un peu vulgaire sans forcément qu'il y ait de raison et qui desservent un peu la stature de certains personnages. Enfin, je veux dire, quand vous êtes le chef du groupe, etc., vous devez avoir une forme de prestance qui dépasse simplement le putain chier bordel, quoi. Et de temps en temps, ça, je trouve que c'était pas forcément à propos.
Ça sonne un poil à côté de ce qu'il faut. Après, ça, c'est un goût personnel. Deuxième petite chose, sur certaines cases qui sont très petites, alors là, peut-être aussi qu'il y avait une contrainte éditoriale, etc. Les personnages ont été dessinés en pied, alors que franchement, vu la taille de la case, c'est juste limite une hérésie que de vouloir le faire. Et du coup, pour quand même montrer les expressions de visage, on se retrouve avec une grosse tête. Et donc sur certaines cases, quand on voit la qualité graphique du reste, il y a certaines cases qui... Tiens, il y a un problème là, il y a un truc qui me déplaît. Je vais essayer de te les retrouver pour te les montrer. La vache. Voilà. Bon, Ça, c'est le petit détail plus de Tizak. Le petit plus. Moi, je trouve que Tizak, il a toujours le côté, je te trouve le détail qui tue, quoi. Bon alors, vous en faites quoi moi, je vais le garder parce qu'il y a mon nom dedans quand même, mais... Et que je suis pas mécontent non plus d'avoir participé à cette aventure, même si j'ai 4 ans pour le deuxième tome, c'est long, c'est trop long. Il faut il faut qu'il trouve un truc pour que ça aille plus vite, quoi. Je te montrerai celle-là, mais il y en a d'autres par exemple. Oui, effectivement. Tu vois, au niveau de la qualité graphique, tu es à côté de ce qui se passe à côté, quoi. Ouais, là je suis à peu près d'accord avec toi. C'est vrai que chez Sandoway, c'est un peu le souci. Mais en même temps, c'est aussi leur principe d'édition. On fait le financement. Une fois qu'on a le financement et qu'on est sûr de pouvoir faire le truc, Il faut pas faire des trucs à suivre, quoi. Oui. Voilà, faut se concentrer sur du one shot, sur quelque chose, ou même des trucs à suivre, mais avec des récits bouclés, quoi. Pas un truc avec un cliffhanger de la mort sur un tome et de dire, hey, revenez dans 4 ans. Oui, mais sauf que, sauf que c'est aussi logique. Les auteurs, ils n'ont pas que ça entre guillemets à faire. Peut-être qu'ils ont un taf à côté, peut-être qu'ils. Oui, non, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est dans ce cas-là, tu fais un choix éditorial de mettre en avant des trucs qui ont peut-être plus de chances de fonctionner. Et une fois que ton modèle tient la route et que tu as réussi à le faire connaître, le rentabiliser et le faire apprécier par les gens, tu peux essayer d'être plus ambitieux et de partir sur des récits à suivre. Enfin, je sais pas, faudrait un jour qu'on discute avec Patrick Vinchard, l'éditeur de chez Sandoway. Mais c'est vrai que déjà, on se plaint de la longueur qu'il y a entre 2 tomes de BD quand c'est 1 an. Là, 4 ans. Donc un an, c'est devenu une durée normale. Voilà. Et à côté de ça, on a les mangas et les comics qui nous sortent un truc tous les 2 ou 6 mois. Enfin, tu vois, c'est dur de se... Pourquoi ? Parce que les mangas, c'est pas la même manière de produire. C'est pas la même manière de produire, mais tu vois ce que je veux dire au niveau de... c'est un peu compliqué de te positionner sur quelque chose, sur une telle durée entre 2 tomes. Voilà, moi ça me gêne. Après, voilà, le souci de la comparaison avec le manga, c'est que tu prends Oui, non, mais le manga c'est pas le meilleur exemple. Je suis d'accord. Pareil pour le comics, mais tu prends pas. Je sais que tu peux pas prendre les West, mais quand tu vois que tu dois avoir donc ton dessinateur, tu dois avoir ensuite l'ancrage, tu dois avoir ensuite le coloriste. Là, c'est différentes étapes et c'est vrai que ça prend du temps, c'est normal. Maintenant, après, ça 4 ans, ça fait trop long, c'est sûr, mais je sais que peut-être que pour Sandoway, c'est pas toi tu veux dire surtout que pour Sandoway c'est pas un bon système. Oui, pour eux, je trouve que c'est anti-productif, c'est contre-productif. Surtout que je dis 4 ans, mais nous il nous a fallu moins de 4 ans, je crois, parce que le Al-West tome 1, on l'a acheté, il était déjà publié. Oui, il était déjà publié quand... On l'a pas pris tout de suite. Et tu l'as pas pris en Cophonie Non, le premier tome, non. Le tome 1, je l'avais chopé au festival de BD de Divre Jeunesse. Donc, il était sorti peut-être depuis 1 an, donc j'ai eu que 3 ans d'écart, mais voilà, je trouve que ça dessert l'éditeur, là, pour le coup. Et puis les auteurs derrière, forcément. Voilà. Donc moi, je le mets dans notre bibliothèque. Et vous ? Oui aussi, mais après, voilà, je vais me répéter sur ce qu'on a dit, mais la contraction de ce 2e tome dessert l'ensemble du bouquin, et voilà, ça mériterait un bouquin en 1 tome, mais plus complet. Voilà, que vraiment ça fasse un pavé, mais qu'on ait l'ensemble du récit qui puisse se suivre. Quand on a des richesses scénaristiques qui sont aussi importantes, avec des groupes qui se séparent, qui se rejoignent, qui s'entremêlent, je trouve que c'est compliqué de faire avec autant d'écart d'un tome à l'autre, et en plus de raboter le tome final. Voilà, ça dessert l'ensemble de l'œuvre, alors que sur le fond, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait.
Bon, il y avait 8 mois entre l'achat et la sortie. Bon, voilà. Bon, ben, on va pouvoir passer à ce final de la mort. L'Express. Accrochez-vous à votre slip. Alors, pour une fois, c'est une bande dessinée que un seul d'entre nous a lu. Quelqu'un de courageux, car nous n'avions pas apprécié le premier tome. Et il a décidé de lire, non pas le suivant, mais les 2 suivants. Moi, je pense qu'il avait plus rien à lire. Je crois qu'il avait fini de lire Télérama, il avait fini de lire l'arrière de la bouteille de Non. Coca, il avait fini de lire la notice de la litière pour chat, et, Non, c'est car- et il restait vraiment plus que ça, quoi. Notre ami Thio, car il faut le saluer pour ça, est quelqu'un d'optimiste et qui a confiance aux gens et qui pense qu'il y a du bon en chacun de nous et qu'il s'est dit que peut-être il arriverait à lire, à trouver quelque chose de bon dans cette bande dessinée plus tard. Il était Donc- coincé au chiottes, il a confondu ça avec du rouleau de PQ, il a dit tiens, il y a des trucs à lire dedans. Rappelle-nous un peu le pitch de l'ère des cristaux pour donc déjà, commencer. je vais quand même répondre à une interrogation. C'est exact que je l'ai lu car je n'avais plus aucune bande dessinée à lire Tu vois, chez moi. je ne le savais pas. Eh ben bingo. Je n'avais. Là, c'est un cas assez rare qui s'est déroulé ces derniers jours. Je n'avais plus rien à lire. Mais plus rien. Oui, c'est notre plus grand lecteur, hein, Thio. C'est lui j'ai qui lit plus- à une vitesse de l'éclair. Ouais. Et j'avais vraiment un cut, quoi. Hein. Il me restait en fait mon Ça m'intéresse histoire, que j'ai déjà lu en entier, et l'ère des cristaux. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je m'y mette, quoi. Donc, pour vous faire le pitch, nous sommes dans un monde où l'humanité a cessé d'exister. Il y a sur Terre, en fait, les cristaux, qui sont en fait des différents personnages qui sont en fait des gemmes, qui ont une dureté plus ou moins importante. Il y a La le maître, solidité. Ouais. là où il a la dureté du cristal, c'est Oui, ça, c'est le terme scientifique. le terme scientifique, de 1 à 10. Et donc là, cette dureté, donc il y en a qui s'appelle zircon, parce qu'elle a une dureté de 7,5, d'autres la gasténite, le bart, la rutile, Bon, c'est des vrais noms de cailloux, hein, pour ceux qui n'ont pas fait de cinabre fac, de par géologie. exemple. Voilà, donc tous ces personnages-là qui en fait voilà, sont à l'intérieur, et voilà. Et donc qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'ils et elles font? Parce que visiblement, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des personnages masculins. Ce n'était pas évident de trouver ça. Si, dans le premier tome, oui. Ouais, mais écoute, je m'en rappelais pas, tu vois. Et donc, du coup, Mais si, il y avait le grand solitaire là sur la plage, Le noir, là, le qui sombre. était le plus dur de tous là. le plus dur de tout, celui qui Oui, Obsidienne. c'était le plus dur. C'était le mal. Ah non, mais Excusez-moi, Excuse-moi, mais- Bon, enfin bon. Non, c'est pas Obsidienne. Bon, Non, s'en non, fiche, c'est pas grave, continue. on s'en fiche. Continue. C'est pas grave. On est en express, là, faut aller donc, vite. donc, du coup, ils combattent les Séléniens parce que les habitants de la Lune essayent de détruire la Terre. Et donc, eux, ils sont là pour la combattre. Et il y a une des comment ça s'appelle, une des gemmes qui, en fait, est très, très, très fragile. C'est phosphophilite, qui a une dureté de 3,5. C'est nul. C'est nul, c'est une grosse nulle, elle sait pas quoi faire, alors du coup on lui file une mission de merde. Et Ils ont au hésité à fur lui et mettre une petite mesure- étoile jaune sur le- Oui, parce qu'en fait, visiblement, d'après le maître, chacune des gemmes a un travail, a une tâche. Un une rôle. tâche à trouver. Et une fois qu'elle aura trouvé sa tâche, elle pourra s'épanouir dans cette tâche. Et le problème, c'est que Phosphophilite n'a toujours pas trouvé sa tâche. Donc dans le tome 2, elle va avoir un début de réponse. Oh, Il va y avoir des changements chez Phosphophilite qui va commencer à acquérir des pouvoirs. yeah. Tome 3, on continue dans les révélations et Phosphophilite continue à avoir d'autres pouvoirs, mais elle va même désormais pouvoir combattre les Séléniens et avec l'aide de Antarcticite, qui elle travaille que l'hiver parce que les autres gemmes ne travaillent pas l'hiver, mais elle a une dureté qui est très faible, mais qui avec l'hiver devient très dure. Voilà. Non, Isaac. Oui. Et alors. Alors, Comment attends, dire je vais ça faire quelques questions. Le pourquoi tu l'as lu, on le sait maintenant, c'est que tu l'avais et que tu n'avais rien d'autre à lire. Maintenant, c'est est-ce que tu as apprécié plus que le tome 1, qu'on avait un peu descendu quand même, hein. Alors, c'est là où je vais malheureusement en fait me pincer très fort et me mordre les lèvres et tout, et dire ça avec l'histoire devient vraiment devient intéressante. Et Mais vraiment, tu l'enlèves, mais oui, j'enlève parce que il y en a pas j'ai pas envie. Ouais, en fait, j'ai commencé vraiment à me prêter au jeu. Là, je sais que vous allez peut-être m'envoyer des canettes de bière. Ah et tout. non, mais des fois, sur un tome Mais- 2, t'as la révélation. Ben hein. là, non, le tome 2, pas encore, mais le tome 3, en fait, j'ai commencé à me prêter au jeu et j'ai fait merde. Mais en fait,
putain, c'est fouillé quoi l'histoire. Oui, l'univers était riche. Moi, j'avais apprécié ce côté-là. J'avais eu du mal avec le dessin. Ben, c'est que là, au départ, je me suis dit, ouais, non, mais c'est pas si pourri que ça. Le principe des gemmes, bon, ça, c'est très compliqué de savoir qui est qui quand ils te disent pas le nom de la personne. Oui, parce qu'ils ont tous un peu Parce les mêmes gueules androgynes. Voilà, ils ont la même gueule androgyne avec une coupe de cheveux bizarre. Et ce qui aurait été bien, mais malheureusement c'est le problème du manga, c'est qu'en fait chacun des personnages pourrait avoir une couleur de cheveux. C'est ce qui est proposé dans le bestiaire du tome 3 en fait, où on a tous les personnages avec une couleur de cheveux différente. Et du coup ça a un rapport avec le nom. Et ben en fait il faut le lire avec crayon de couleur à côté. Voilà. Donc bon, bref, donc c'est pas si mal que ça au final. Est-ce que tu as envie de lire la suite? Alors, roulement de tambour, suspense. En fait, je lirai la suite si on me l'offre. Parce que clairement, j'irai pas l'acheter. Ok. Donc si on continue à la recevoir en service de presse, non, vous aurez la ouais. suite des aventures de l'Ère des Cristaux dans les prochains Express. Parce qu'en fait, je trouve intéressant l'idée qu'il donne pour la fin du monde des humains. Et vous savez quoi le pire? C'est que si cette série a une fin, à bout d'un moment, il va pas falloir qu'on le fasse en express, il va falloir qu'on le fasse en chronique. Et donc il va falloir que l'un de nous deux, Isaac, lise tous les tomes. Voilà, donc sur ce défi, il faudrait qu'on le lise tous les deux, tu vois, pour se lancer un défi de fou un jour. Ouais, tu sais quoi, je suis d'accord, je te mets au défi. Vas-y, tu commences. Tu commences. Donc, voilà. Bon, ben, merci pour cet express qui n'était pas tant que ça. Mais par contre, je tiens à signaler que j'ai lu un autre manga. Alors, donc là, c'est chez Glénat, c'est du Seinen. Non, mais voilà. C'est juste pour vous dire que le shoujo, je suis vraiment pas la cible et c'est vraiment pas ma cam. Quand même. Alors là, c'est un truc encore plus bizarre que le shoujo. Je crois que c'est un truc. J'avais eu dans les commentaires, quelqu'un nous avait expliqué l'Ère des Cristaux que c'était un truc vraiment spécial parce dans, que dans le monde de la BD asiatique et que bon. Parce que là, je t'avoue que le shoujo que tu m'as envoyé, c'était quand même très... C'est pas un shoujo, ça. Hein. C'est un seinen, sur la ça. tranche. Oui, c'est un seinen. Oui, c'est un seinen, justement. Parce qu'il y a un shoujo là-haut. Je vous assure que vous allez le lire, les gars. Voilà. Celui-là, j'attends vos réactions parce que ça va piquer. Ok, bon bah merci de nous avoir écoutés. C'était une émission pas aussi courte que nous ne l'aurions voulu, mais c'était pour montrer que même dans l'été, dans la chaleur de la nuit, nous sommes capables de continuer à parler des heures et des heures de bande dessinée que nous aimons ou n'aimons pas, que nous ne sommes pas toujours d'accord. Notre prochaine émission sera, nous ne savons pas quand du tout, car nous allons peut-être en enregistrer une ou plusieurs autres durant cet été. C'est un mystère total. Cela va dépendre de nos opportunités de nous rencontrer, de finir des grosses piles de livres. Nous ferons peut-être un enregistrement à l'arrache avec un H1 posé au milieu d'une table au cours Pendant de la l'été. sieste de nos enfants. Voilà, nous ne savons pas. Cela sera la surprise totale C'est pour la beauté vous. de la vie, son inconsistance, son Voilà. côté un petit peu fluctuant comme ça. Et Édouard Baird, c'est beau. arrête. Voilà, on espère Ça que permet des rencontres, ça nous permet de retrouverons. de se Tais-toi, faire tais-toi. sortir Non mais de tais-toi. soi-même. Qui était Attends, baissé. j'appuie sur le bouton pour le taire. Voilà, il parle plus, là, on l'entend plus. Donc j'espère que. C'était 8. C'est 8 pour KTBC. Ok. C'est pour le plusieurs en fait. Mais c'est quand c'est pas le ou. Donc, alors, je vous disais que cette émission ça arrive enfin à sa fin. Que là, je dois faire un truc compliqué avec mes boutons. Le pluriel pour les Égyptiens commençait à 8. Hein, à 2, t'es pas au pluriel, à 3 non plus, 4 non plus, 5. Ce qui veut dire que quand même, tu peux passer des nuits sympas. Bon, Oui, 1, 2, beaucoup. les amis, voilà. Les Sur Égyptiens, c'est pour ça ce, qu'ils étaient très forts à l'époque, parce que le beaucoup, il arrive après le 8. bon, Ah. sur ce, nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici, d'avoir supporté nos blagues salaces, nos blagues nulles. Il est pas mal aussi. Hein. Et j'espère que nous nous reverrons à la rentrée pour des émissions où on a plein d'invités possibles et imaginables prévus. On espère qu'on pourra vous faire ça très très Et il y aura bientôt bientôt. peut-être un duel dans la splash page. une Je fais du baston. teasing. Du teasing. Ah, ça serait bien que ça se Le fasse. docteur Tizak va affronter quelqu'un. Merci à vous de nous avoir Tin, écoutés. tin, Un très bon tin, été à tin. vous. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Tin, tin, tin. Ciao, ciao, ciao. Bye bye.